dans les yeux, vous l'avez remarqué, notre invitée, c'est l'une des femmes parlementaires panafricaines. Elle est députée du Mali. Bonjour, honorable. Bonjour. Madame Maïdara Aïssata Sissé, c'est bien cela. Oui, bien Mais sûr. on vous appelle Château. Oui. C'est votre petit nom, Oui, diminutif de c'est ma Château? grand-mère qui m'appelait Château. Château. Parce que je suis son nom. Oui, parce que vous voyez, aujourd'hui, quand on vous cherche avec Honorable Aïssata, on se demande c'est qui Honorable Aïssata, mais dès qu'on dit Château, ça Oui, vous marche. savez, avant, quand les gens de ma circonscription me cherchaient en disant Château aussi, on ne me connaissait pas. Oui. Et c'est à partir de ma candidature en tant que candidate à la présidentielle en 2013. D'accord. J'ai mis le slogan Château. D'accord. L'Alliance Château 2013, c'est de là que c'est parti Château et les gens ont tendance. Et vous êtes très, très populaire. Et je m'appelle Aïssata. Vous êtes très, très populaire aujourd'hui, je vous l'ai dit. Alors, on va un tout petit peu avec le micro, je pense, voilà, pour qu'on puisse vous entendre. Merci. Honorable. Encore merci encore de répondre à nos questions dans cette émission. Je vous en prie. Vous êtes député élu du cercle de Borem, c'est ça? Je ne me trompe pas? Oui, tout à fait. C'est dans la région de Gao. De Gao, à 90 km de Gao. De Gao. Exactement. Et ça, c'est dans le nord. C'est dans le nord, tout à fait. Le nord. Oui. Au Mali, c'est le nord. Oui, tout à fait. Le nord qui est en conflit. Oui. Alors aujourd'hui, comment pourrez-vous résumer la situation conflictuelle du nord Mali à un étranger? Je vais essayer de le résumer. Même en résumé, c'est très très long. D'accord. Parce que le Mali connaît aujourd'hui une situation à laquelle on ne s'attendait pas du tout. On pensait que ça n'arrivait qu'aux autres Oui. et que ça ne pouvait jamais arriver au Mali. Okay. Tout est parti des groupes armés, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les groupes armés, qui ont mis le pays dans cette situation. Principalement le MNLA à l'époque. Il y avait des djihadistes, comme les gens aiment le dire, j'aime pas trop le mot, mais c'est comme ça qu'on les appelle, qui étaient au nord Mali, vers Bourem, Tissalit, frontière Algérie. Vers chez vous donc? Vers chez nous, oui. Mais qui ne se sont jamais occupés d'occuper le Mali. Il a fallu qu'il y ait une organisation qui s'appelle le MNLA pour que... Quand vous dites qu'ils ne se sont jamais occupés d'occuper le Mali, ça veut dire quoi? Ils étaient là. Ils étaient là, il semblerait que c'est des gens qui faisaient des otages, qui faisaient leurs petites affaires, oui. Mais ils ne se sont jamais occupés d'occuper le Mali, parce que le Mali avait été occupé quand même en 2012. Donc il n'y avait pas de velléité politique derrière? Voilà, je vais dire que c'est une rébellion qui a été pendant longtemps entretenue. Okay. Je ne dirais pas que les gens qui font la rébellion ont tout à fait tort, mais je dirais qu'aujourd'hui, nous sommes dans une démocratie. Et quand on parle de démocratie, je pense qu'on peut avoir d'autres moyens de nous parler sans prendre les armes. Rébellion entretenue, vous l'avez dit, par qui? Par les MNLA, par les groupes armés, par les gens qui pensent qu'ils sont maliens, mais qu'ils n'ont pas tous leurs droits. Okay. Mais je dis, si je n'ai pas mes droits en tant que malien, oui. Je les revendique, mais pas en prenant les armes. Et si on estime que le Mali, une partie du Mali devait s'appeler soit Azawad ou bien ne pas faire partie du Mali, on fait un référendum. Est-ce que ce n'était pas un dernier recours? Parce qu'ils ont quand même leur justification. Ce n'est pas un dernier recours. Le dernier recours, c'est la négociation. Le dernier recours, c'est demander un référendum. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation que personne ne peut qualifier. Peut-être même ceux qui ont commencé cette rébellion à l'époque ne savaient pas que ça allait nous amener là où on est aujourd'hui. Okay. Donc, pour résumer, le Mali a été occupé en 2012. Et il y avait des choses qui se disaient qui n'étaient pas vraies. Peut-être que vous m'avez vu sur les Oui, bien sûr. France 24, TV5, pour ramener la contradiction. Oui. Parce qu'à un moment donné, on faisait comme si on exterminait les Blancs. Moi qui vous parle, mon père a été l'un des artisans. Je veux dire, il n'avait que des amis Touareg. Et ma maman a son amie Touareg qui était toujours avec elle parce qu'elle était la présidente des femmes à l'époque. J'étais toujours avec elle et chaque fois qu'elle allait pour ses réunions, je restais avec une femme Touareg. C'est pour dire qu'on ne connaissait pas au nord ce problème de Touareg, ce problème d'arabe, les problèmes ethniques, on ne les connaissait pas au Mali. Ça a été donc un argument fallacieux. Voilà, ça a été un argument fallacieux et malheureusement ça a donné l'occasion à ceux qu'on appelle aujourd'hui les djihadistes, ça leur a donné l'occasion d'occuper le Mali et de vouloir appliquer la charia au Mali. Il a fallu l'intervention française, entre griffes, l'intervention française qui nous a un peu sauvés, mais qui nous a en même temps compliqué le problème parce qu'il fallait que quand la France a intervenu, il fallait que la France aille jusqu'à Kidal. C'est vous qui avez parlé de France aujourd'hui. Oui.
Je vais poser la question, vous savez ce que je vais dire. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que vous n'aviez même pas besoin de poser la question parce que moi, je vais la poser quand même. J'allais en venir. Je vais la poser. Oui, allez-y. Je vais la poser parce qu'aujourd'hui, officiellement, je ne sais pas si c'est vrai, mais la majorité des Maliens voudraient aujourd'hui que la France quitte le Mali. La majorité des Français voudraient que la France quitte le Mali. Mais moi, je dirais que, en tout cas, on a une situation aujourd'hui qui a été, je dirais, pour être gentil, à 60%. Ne soyez pas gentil. 60%, vous n'êtes pas connu pour être gentil, madame. 60% créés par la France. Pourquoi je dis cela? Oui. J'avais commencé à le dire et vous m'avez interrompu. Si la France avait libéré le Mali jusqu'à Kidal, je crois qu'on n'allait pas avoir les problèmes dans lesquels on se retrouve aujourd'hui. Qu'est-ce que la France a fait? La France est arrivée aux portes de Kidal, ils se sont arrêtés là. Ils ont empêché. Pour moi, il n'y a pas de raison objective qu'ils ne laissent pas l'armée malienne rentrer à Kidal ou bien qu'eux-mêmes, ils ne libèrent pas Kidal. Qu'est-ce que vous soupçonnez? S'ils ne l'ont pas fait, moi je soupçonne qu'ils ont un agenda caché. Lequel? C'est clair. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que... Vous n'avez pas cherché à savoir quel est l'agenda de la France? La France n'a pas joué le rôle qu'elle devait jouer à l'époque. À l'époque, on avait, vous savez, il y a tellement d'enfants qui s'appellent François Hollande, parce qu'à l'époque, c'est François Hollande qui était le président français, oui. Et les rebelles étaient arrivés jusqu'à Konna. Nuit était la France. Je crois que le Bamako même allait être occupé et on n'allait pas en être là. Donc ça, on le leur reconnaît. Mais ce n'est pas une raison objective pour ne pas voir que la France a quand même joué un rôle négatif par rapport au fait qu'ils se sont arrêtés aux portes du Kidal. Qu'est-ce que vous dénoncez? Parce qu'en même temps, madame, j'ai arrêté de comprendre. Oui. La France, son intervention est salutaire. Et salutaire, n'est-ce pas? Mais maintenant, vous ne voulez plus de la France. Ils n'ont pas fait le service après-vente. Parce que qu'est-ce qui nous a mis dans ce problème dans lequel on se trouve aujourd'hui? C'est le problème de la Libye. Il ne faut pas se cacher la face. Oui. Ils sont allés attaquer Kadhafi et la Libye nous a envoyé, disons, tout ce qu'on a comme armes aujourd'hui au nord du Mali vient de la Libye. Vous savez, et même dans le Sahel, oui. Ça vient de la Libye. Mais qui a entretenu la guerre de la Libye? Mais la guerre de la Libye a été entretenue par la France et principalement par son président de l'époque, Nicolas Sarkozy. Et c'est dans cette situation qu'on est. Donc si on crée une situation, je crois qu'on doit créer aussi les conditions pour arranger la situation. C'est ça le service après-vente. Malheureusement aujourd'hui, ou heureusement pour nous, on se retrouve dans une situation où les peuples ne se laissent plus faire. Même si nous, la France n'a pas assuré le service après-vente. À quel moment la France a essayé d'avoir cet agenda caché? Est-ce que c'est avant son intervention ou c'est après son intervention qu'elle a remarqué qu'elle pouvait effectivement... Je crois que c'est après son intervention. Parce que quand je n'ai pas la preuve de quelque chose, je préfère ne pas en parler parce que j'ai une responsabilité telle que je ne vais pas dire de l'à peu près. Je peux parler de ce que je connais. Ce qui est sûr, c'est que la guerre en Libye a été vraiment une guerre néfaste pour le Sahel, pour ne pas dire le Mali. Et c'est à cause de cela qu'on est dans la situation dans laquelle on se trouve. Donc la France a une responsabilité morale pour aider le Mali. Quand la France parle, quand les gens parlent, c'est comme si aujourd'hui la France est en train de nous aider. La France est en train de faire tout ce qu'ils sont en train de faire et que les Maliens veulent les chasser. Ce n'est pas cela. Qu'est-ce qui se passe alors? Parce qu'on a l'impression que le Mali devient ingrat. Non, je ne dirais pas que le Mali devient ingrat. Je dirais tout simplement qu'il y a des choses. Non, il y a des choses à reprocher à la France. Mais moi, je n'irai pas jusqu'au boutisme en disant que la France doit quitter le Mali. Mon point de vue, c'est que la France doit rester au Mali pour faire le boulot qu'ils ont commencé, parce que la situation dans laquelle on est... Quand on résume ce que vous dites là, vous savez, ça paraît comment? Ça paraît comme si la France cette situation-là a été en tout cas en partie créée par la France. Alors quand on crée une situation, il faut corriger. Et la France nous doit quelque chose par rapport à nos grands-parents qui sont morts pour la France. Les gens ont tendance à oublier. Voilà, les gens ont tendance à oublier cela. Mais je le dis et je le répète et j'assume en le disant qu'on n'a pas besoin d'agenda caché. On n'a pas besoin de jeu de cache-cache. On a besoin de se dire la vérité. Comme l'a dit le président français, il faut clarifier les choses. Il faudrait que la France aussi clarifie sa position par rapport à la façon dont elle gère cette crise-là au Mali. Alors, je scénarise la scène comme ça. Et au Sahel, tout à fait. Je vais vous laisser aller, mais en fait, je vais juste repréciser parce que je vais encore répéter que je ne suis pas de ceux-là qui disent que la France doit quitter le Mali. Parce qu'aujourd'hui, c'est pourquoi votre position devient automatiquement, ça devient automatiquement ambigu parce qu'on ne comprend plus rien. Ce n'est pas ambigu. C'est-à-dire que mon ami, en lui disant la vérité, je lui dis en même temps, je ne te dis pas de partir. Je te dis de changer de stratégie. Le scénario, c'est comme ça.
la France est venue sauver le Mali. La France est venue sauver le Mali, mais la France n'est pas allée jusqu'au bout. Justement, la France est venue trouver qu'en sauvant le Mali, il y a quand même, le Mali est très doux, et qu'on peut s'installer au Mali, et puis on peut avoir un agenda caché. Avant que la France ne vienne sauver le Mali, la France a créé la situation dans laquelle le Sahel se trouve, la situation dans laquelle le Mali se trouve. Donc la France a l'obligation morale de régler le problème qu'il a créé. D'accord, avant de quitter. Et moi, avant de quitter, voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc, je ne suis pas de ceux-là qui pensent que la France doit quitter le Mali. Moi, je pense que la France doit faire le boulot. Réparer. Ils ont l'obligation de la France va réparer la faute si elle ne veut pas réparer. Ils ont fait, tout à fait. Ils ont l'obligation de rester pour réparer la faute. Qui peut obliger la France à réparer cette faute? Oui, mais nous, populations. Parce que moi, je parle au nom des populations. Et moi, je comprends ceux qui marchent aussi, qui battent le pavé pour demander le départ de la France. Peut-être que, je ne sais pas, c'est leur façon d'agir parce qu'il y a un ras-le-bol général par rapport au comportement. Vous savez, les forces, pas seulement françaises, en général, les forces étrangères ne font pas que du bien quand ils sont là. D'accord. Donc les populations ne peuvent pas comprendre. Moi, je viens de Gao, comme vous le dites, la région de Gao. Vous savez qu'aujourd'hui, quand tu vas à Gao, avant, on payait la gousse de salade à 100 francs. Aujourd'hui, on est dans une situation où même 1000 francs, c'est petit. Tout simplement parce qu'il y a les forces qui sont là, qui ont de l'argent, ils ont le dollar. Et la salade que nous, on payait à 100 francs, eux, ils le payent à 1000 francs ou à 2000 francs. Donc tout ça, c'est des choses qui révoltent. Donc, quand vous venez quelque part, il faudrait peut-être tenir compte aussi du train de vie de ceux qui sont là. Parce que les gens sont meurtris. Vous pensez donc que la France peut rester et réparer? Il n'y a pas que la France, je dirais que les forces... Surtout la France. Surtout la France par rapport à la guerre en Libye. Je reviens là-dessus. Je l'ai dit au Parlement panafricain, il y avait même une résolution que j'avais proposée en son temps pour dire que la situation dans laquelle on se trouve a été créée par la France à travers Nicolas Sarkozy. Et l'administration étant une continuité, ceux qui sont arrivés aujourd'hui n'ont qu'à assumer les fautes de celui qui était là. Quel est l'agenda de la France, madame? Je ne connais pas. Je suis quelle pas idée française. Vous avez? Quelle idée? Vous n'avez pas besoin d'être française pour avoir l'idée. Vous me demandez, vous êtes une femme politique. Vous êtes une femme politique. L'agenda que la France peut avoir, ce sont nos ressources. Les ressources que nous, on a. Oui. On a des ressources, parce que si vous regardez bien, là où il y a des problèmes, il y a des ressources. Mais moi, comme je vous ai dit, moi je ne veux pas parler de quelque chose quand je n'ai pas de preuves. Oui. Je n'en ai aucune preuve. C'est pourquoi vous avez la responsabilité de chercher en tant que femme politique. On est en train de chercher. Là, vous soupçonnez, ce sont des ressources. Je vous promets que le jour où j'aurai la preuve, si je dois me déplacer pour aller vous voir en Guinée, faire cette émission avec vous, je le ferai pour vous dire ce qui se disait, j'ai la preuve. Mais si vous étiez à la place d'Ibeka, oui. Quel serait votre comportement? Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez faire vis-à-vis de la situation? Si je suis à la place d'Ibeka, vous avez été candidate, je ferai ce que Ibeka est en train de faire. Parce que Ibeka, il n'a jamais mâché ses mots par rapport à la France ou à qui que ce soit. Ibeka, c'est la personne... Ce n'est pas la vie de beaucoup d'autres personnes. Beaucoup d'autres Maliens, ce n'est pas la vie. Beaucoup d'autres Maliens, beaucoup d'autres panafricains. Ibeka, c'est la France en miniature. Non, Ibeka s'assume. Ibeka, pour qui connaît l'homme, il s'est toujours assumé. Ça, je vous le dis, il s'est toujours assumé dans ses prises de position. C'est la personne, je ne sais pas si vous étiez là à la signature des accords, il y a le représentant de Ben Koumoun qui était venu dire des choses qu'il ne devait pas dire, mais publiquement, Ibeka s'est levé pour dire qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'il est en train de dire et il l'a dit de la façon la plus directe et la plus dure. Et c'est ça, Ibeka. Alors, il y a un autre pan qui explique que les Maliens, notamment les généraux maliens, parce que je ne vais pas dire les militaires maliens, sont plus ennemis du Mali que la France elle-même. Ça, je ne le dirai pas. Pourquoi? Moi, je rends même parce qu'il y a quand même une plainte contre plusieurs militaires. Il n'y a pas de plainte contre plusieurs. Si, madame. Officiellement, moi, je ne vais pas parler de quelque chose que je ne connais pas. On les accuse de détournement de plusieurs milliards destinés à l'achat des équipements militaires pour les militaires maliens. C'est un dossier que je ne maîtrise pas. Madame, je ne connais pas. Vous voulez vous débarrasser de mes questions en disant je ne maîtrise pas, je ne connais pas. Il y a tellement de choses qui se disent. Mais donc, que vous avez la responsabilité de vérifier, savoir si c'est vrai, si ce n'est pas vrai. Oui, mais pour vérifier, ce n'est pas en une minute qu'on peut vérifier des choses comme ça. Non, pas en une minute. On a la responsabilité de vérifier, on va vérifier, mais aussi on a la responsabilité de ne pas raconter quelque chose dont on n'est pas au courant. Quand on ne sait pas quelque chose, on se tait. Moi, je ne suis pas au courant, je n'ai pas la preuve. Il y a tellement de choses qui se disent. Moi, je suis une femme politique. Mais vous y croyez ou vous n'y croyez pas, madame? Parce que vous voyez cette réponse de la part d'Inenu, ça ne nous suffit pas. Je n'ai pas la preuve. Si je n'ai pas la preuve de vous avez cherché la preuve? Je n'en
n'en parle pas. Est-ce que vous avez cherché la preuve? Parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui se disent dans la presse. Est-ce que vous avez cherché la preuve? Il y a beaucoup de choses qui se disent par rapport aux hommes ou femmes politiques que nous sommes, qui ne sont pas vraies, ce qui fait qu'on ne va pas prendre pour monnaie comptant ce que j'ai lu dans un journal ou bien ce qui a été dit. Le jour où j'aurai la preuve, comme je vous ai dit, la preuve de tout ça, j'irai en Guinée. La question, c'est est-ce que vous l'avez cherché? Parce que quand on dit qu'il y a un voleur à la maison, c'est à vous de savoir qui c'est. Oui, mais, vous cherchez. Oui, mais on cherche parce qu'en tant que député, on a créé une commission. Vous savez que vous êtes plus qu'une députée. Non. Vous savez que vous êtes plus qu'une députée, madame. On a créé une commission. Oui, on a créé une commission. Vous n'allez pas me dire que c'est parce que vous êtes député, vous avez les moyens limités. On a créé une commission qui est en train de travailler sur ce dossier. Et en tant que député, je ne vais pas parler, je ne vais pas dire quelque chose pour, je ne sais pas, un dossier qui est en commission, en débat aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Sérieusement, madame, et on si vous étiez face à la population de Bourem, vous leur répondrez de cette manière-là? Exactement comme ça. La population de Bourem m'a Ils auront la responsabilité de vous jeter des tomates. Pour mon franc-parler. Si. La population de Bourem m'a toujours connu pour mon franc-parler. Au passage, je vous informe que moi, j'ai été syndicaliste. Oui, je sais. Votre côté rébellion, vous ne l'avez pas commencé par aujourd'hui. J'ai un peu lu votre biographie. Mais le fait est qu'il y a un peu de politiquement correct. Il y a un peu de politiquement correct dans votre langage. Non, pas du tout. C'est-à-dire que dans mon langage, je ne vais pas parler de quelque chose si je n'ai pas les preuves. Et je suis d'accord avec vous, c'est totalement légitime. Et quand vous me dites que si j'ai cherché la preuve, moi je suis député, l'Assemblée nationale du Mali a ouvert une enquête. D'accord. Mais sans le résultat de l'enquête, je ne parlerai pas de cela. Et votre enquête à vous? Non, je ne ferai pas une enquête personnelle. On a demandé en tant que député une enquête parlementaire qui nous concerne tous. Et tous les groupes parlementaires sont membres de cette commission qui est en train d'enquêter sur ce problème d'avion, ce problème de matériel, ce problème. Donc le jour où on aura le résultat, non, je vous dis que je ne parle pas. Vous les journalistes, vous êtes comme ça. Oui, on est comme ça, madame. Les gens, mais est-ce que vous y croyez ou pas, madame? Je n'y crois pas jusqu'à ce que j'ai les résultats. D'accord. Le jour où j'aurai les résultats, je vous dirai si je crois ou bien si je n'y crois pas. Aussi clair que ça. Voilà. Honorable Sato. Merci. Vous êtes femme parlementaire. Oui, bien sûr. Vous êtes la vice-présidente du Parlement panafricain. Je vais vous interpeller par rapport à la diplomatie. Voilà, je veux vous charger de la diplomatie, la négociation. Apparemment, votre femme parlait dans les négociations. Oui. Ça vous aide ou ça vous... Ça m'aide par ma conscience, mais ça me dessert les gens. Parce que j'ai appris qu'en diplomatie, il ne faut pas toujours être franc. Il y a beaucoup qui ne m'aiment pas parce que le franc-parler, il faut faire la différence entre la diplomatie classique et la diplomatie parlementaire. La diplomatie parlementaire, tout en étant diplomate, tu dois dire les choses comme elles se présentent. Tu n'as pas besoin de tourner par 1000 chemins. Et il y a des gens souvent qui ne me comprennent pas. Même au niveau de mes collègues, au niveau du Parlement panafricain, je me rappelle une fois avoir parlé de ceux qui viennent, par exemple, les Chinois qui prennent les marchés, les Maliens ne parviennent pas à avoir les marchés, les Africains n'ont pas de marché, et ils ont des meilleures conditions parce qu'en son temps, ils amenaient les prisonniers qui venaient pour travailler, donc forcément la main-d'œuvre coûte moins cher et tout. Il y a des collègues qui m'ont dit non. Toi, tu es diplomate, tu ne dois pas parler comme ça parce que tu t'occupes de la diplomatie parlementaire. J'ai dit, mais ce n'est pas parce qu'on s'occupe de la diplomatie parlementaire qu'on ne dit pas les choses comme elles se présentent. Ça, on laisse ça à la diplomatie classique. Les ministres des Affaires étrangères sont là pour arrondir les angles. Mais nous, tout en faisant la diplomatie parlementaire, on dit clairement les choses comme on les ressent. Aujourd'hui, en termes de diplomatie parlementaire, je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on est en train de faire au niveau du Parlement panafricain. Avant, par exemple, on était là toujours pour les conflits. Bon, il y a un conflit, on va pour éteindre le feu. Mais aujourd'hui, on est en train de faire une diplomatie parlementaire de sorte qu'on anticipe. C'est-à-dire que quand il doit y avoir des élections dans un pays, on envoie déjà une délégation pour aller rencontrer les hommes politiques, rencontrer les jeunes, rencontrer les femmes, pour déjà anticiper, sensibiliser, comprendre ce qui se passe, pour éviter qu'il y ait des crises post-électorales. Donc je pense qu'aujourd'hui, la diplomatie parlementaire, on en a besoin en Afrique, et le Parlement panafricain... Ça fonctionne, cette diplomatie parlementaire? Ça fonctionne très bien. Pourquoi je vous dis que ça fonctionne? Vous savez que le Soudan, les sanctions du Soudan ont duré combien d'années? Vous savez comment les sanctions ont été levées? Non. Eh bien, par la diplomatie parlementaire du Parlement panafricain. Félicitations. Parce qu'on est allé au Congrès. D'accord. Et au Congrès, on a dit les choses. Je voulais vous interpeller par rapport aux femmes. Aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui, on peut parler d'un dirigeant, un mauvais dirigeant qui est condamné, tout ça, c'est autre chose. Mais quand on sanctionne un pays, on sanctionne le peuple.
C'est sûr. Qui n'a rien fait. Là, je suis totalement d'accord avec vous. Alors, j'ai évoqué votre responsabilité parlementaire pour parler des femmes, Mais j'ai ouvert une parenthèse par rapport, parce qu'on ne peut pas passer à côté par rapport au DNI, le dialogue national inclusif. Sauf qu'il n'est pas inclusif, le dialogue, je veux dire. Les opposants ont refusé de venir. Vous avez sorti le mot. Oui, ils ont refusé de venir. Mais on a parce été les chercher. Parce qu'ils ont pensé qu'il n'y a pas de conditions. Les conditions préalables n'ont pas été réunies pour être sérieux. Oui, mais bon. Le chef de file de l'opposition, il l'a dit. Écoutez, le chef de file de l'opposition a le droit de venir, comme il a le droit de ne pas venir. Mais c'est les opposants qui ne sont pas venus. Ce n'est pas un individu, c'est un groupe de politiques. C'est vous qui avez parlé du chef de file de l'opposition. Oui, parce que c'est lui qui parle au nom de tous les opposants. Je peux vous dire que beaucoup a été fait pour que tout le monde soit sur la table. Mais pas suffisamment. Autour de la table, si quand même, autour de la table de négociation. Qu'est-ce que vous avez offert pour que l'opposition soit là? Parce que c'est quand même des opposants. Moi, si vous me demandez mon avis, comme si vous demandez l'avis du président de la République, qui est le premier responsable du Mali, et tous les Maliens, ils vous diront que l'idéal aurait été que tous les Maliens soient autour de la table. Oui, c'est l'idéal. Seulement que ça, c'est un discours politique à un moment donné. Oui, je ne connais pas de président de la République qui ne dit pas « Venez au nom du peuple, les opposants, venez ». Seulement qu'on n'offre pas en concret quelque chose pour que tout le monde vienne. Parfois même, c'est un traquenard politique. C'est un piège qu'on met pour les politiques aujourd'hui. Moi, je suis politique, c'est vrai. Oui, je sais. Je suis politique, je suis député, je suis de la majorité, j'assume complètement tout ce que je dis. Si vous demandez mon avis, j'ai dit que pour le dialogue politique, en tout cas, beaucoup a été fait, pour ne pas dire tout a été fait, pour que tous les Maliens... Comme quoi, par exemple, vous avez donné quoi pour envoyer les opposants? Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec votre politique. Ils sont pas... C'est normal, oui, ils sont dans leur rôle. Oui. Moi, j'aurais été à l'opposition, je n'allais peut-être pas être d'accord avec la politique de la majorité. Seulement l'opposition représente quoi? Près de 34% de la population qui ne sont pas d'accord avec votre politique. Ils la représentent. Ça veut dire aujourd'hui que 34% de ceux qui se reconnaissent dans le programme du chef de file ne se sont pas retrouvés au dialogue, madame. La majorité, c'est encore... Encore une fois, je suis femme politique. Oui. Encore une fois, je suis député de chez moi. Encore une fois, je suis de la majorité. Mais on a un président de la majorité, président APM, qui personnellement s'est déplacé pour aller voir le chef de l'opposition. Et je crois qu'il y a des questions auxquelles lui, il peut répondre parce qu'il a été très loin dans le dossier, il a été au fond dans le dossier, il a discuté avec l'opposition. Alors, qu'est-ce que vous reprocherez à Soumaïla Cissé? Personnellement, je n'ai rien à reprocher à Soumaïla Cissé. je vous dis pas personnellement. Personnellement, je n'ai rien à reprocher à Soumaïla Cissé. Oui, mais le fait qu'il ne vienne politiquement, qu'est-ce que vous lui reprochez parce que vous êtes en politique? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Vous avez dit vous-même qu'on ne parle pas d'individus. On parle de la majorité et de l'opposition. Là, je parle de lui. Moi, personnellement, là, il est le président, il est le chef de file. La seule chose pour laquelle je ne suis pas d'accord, c'est que de refuser de venir discuter pendant que le Mali est dans cette situation. Mais on a tout le temps discuté, madame. Il y a toujours eu du dialogue, mais après... À mon point de vue, mon frère Soumaïla devait être avec nous aujourd'hui pour que tout le monde discute et que tout le monde trouve la solution au problème du Mali. De mon point de vue, il devait être là. Il devait être là pour discuter et dire qu'il n'est pas d'accord. Refuser le dialogue. Est-ce qu'il mérite d'être président du Mali? Ça, ce n'est pas moi. Vous n'allez pas répondre à ça. Non, je vous pose la question. Vous êtes femme politique. Il a refusé le dialogue national de votre point de vue. Allez, dites-le, madame. Est-ce qu'il mérite d'être président de la République? Si vous devrez faire campagne, c'est pour lui ou contre lui? Aujourd'hui, je ne suis pas avec lui. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Donc, vous ferez une campagne contre lui. Moi, je suis à la Et dans vos arguments de campagne, vous direz ne votez pas pour lui parce qu'il a refusé le dialogue politique? Je ne le dirai pas. Vous ne le direz pas. Je suis sûr que vous le direz. À 80%, je parie. Pourquoi vous voulez parler à ma place? Je parle à votre place. Je dirais que c'est dommage quand même que le Mali soit dans cette situation et que nous, les Maliens, y compris moi, le tout dernier pas pour aller peut-être vite, on ne réalise pas qu'aujourd'hui, ce n'est ni la France, ni les États-Unis, ni l'aménagement, ni un autre pays, ni la communauté internationale qui pourra nous sortir de la situation dans laquelle on se trouve. C'est finalement la guerre de la honte. Le Mali est dans une situation où il n'y a que les Maliens qui peuvent sortir le Mali de la situation dans laquelle elle se trouve. C'est ce que je dis. Et je ne désespère pas. J'espère que d'ici dimanche, l'opposition viendra aussi et que les Maliens vont être ensemble, se tenir la main pour sortir le Mali de la situation dans laquelle il se trouve. Parce qu'aujourd'hui, on est président de la République parce qu'il y a un pays. Moi, je suis député parce qu'il y a le Mali. Il y a des ministres qui sont ministres parce qu'il y a le Mali. Mais s'il n'y a plus de pays, il y a quoi? S'il n'y a plus de pays, il n'y a plus de députés, il n'y a rien du tout. Donc vous défendez votre intérêt d'abord. Voilà, notre intérêt, c'est qu'on s'entende. Moi, je mets de côté aujourd'hui mes intérêts personnels pour parler du Mali parce que le point commun de nous tous, c'est le Mali. Alors finalement, s'il n'y a pas de Mali, il n'y a rien. Finalement, cette guerre, c'est la guerre de la honte?
Cette guerre, moi, je ne sais même pas comment la qualifier. Donc, il n'y a pas de qualificatif. Il n'y a pas de qualificatif, tellement c'est fort. Dernier sujet, ce sont les femmes. Oui. Quelle analyse faites-vous de la représentativité des femmes au niveau des instances de décision sur le plan africain, commençons par le Mali, peut-être en Guinée? Elle est insuffisante. Parce que les femmes ne font pas suffisamment? Au Mali, je peux dire qu'on a fait un petit progrès. Parce que je dirais un petit, parce qu'on aurait pu faire du 50-50 comme le Sénégal, mais on a quand même voté la loi 30%. D'accord. C'était désespéré parce que moi, je suis la présidente du réseau des femmes parlementaires. Je sais combien ça a été difficile. Il a fallu vraiment une volonté politique, une forte volonté politique, y compris du président de la République lui-même, qui s'est impliqué pour que cette loi soit votée. Nous, les femmes, qu'est-ce qu'on s'est dit? Regardez, nous sommes 147 députés. Sur les 147 députés, il y a 14 femmes. Dites-moi comment nous, on peut se battre pour qu'une loi qui favorise les femmes passe. Ça ne passera pas, vous savez, parce que nous sommes dans une société. Vous savez la stratégie qu'au niveau des femmes, on a pu faire, en plus de la volonté politique, on s'est dit, bon, écoutez, chaque femme, on a fait des formations avec le NDI et plein de choses. À un moment donné, j'ai dit, ce qu'on va faire, nous sommes 14 femmes. Chaque femme prend 10 hommes. Tu convaincs 10 hommes. Si tu parviens à convaitre 10 hommes, ça veut dire que ta loi passe. C'est assez risé. Voilà. Je vais terminer cette émission parce que ça fait déjà 25 minutes, madame. Voilà. Peut-être que vous aurez le temps tout de suite. Voilà, donc je vais dire que les femmes, aujourd'hui, on est en crise. Ce qui fait qu'on a forcément besoin, même dans le foyer, dans la famille, c'est la femme qui fait la paix. On a besoin des femmes conformément à la résolution 1325 du Conseil de sécurité. Vous savez, beaucoup d'hommes ne sont pas convaincus de ces arguments. Je n'ai pas l'impression que les femmes sont impliquées à hauteur de souhait. Il faut impliquer les femmes beaucoup plus. Et je dis souvent aux femmes, il faut qu'on s'auto-saisisse. Et je vais terminer en disant que le problème des femmes, l'autre face aussi, ce sont les femmes elles-mêmes. On parle de solidarité, on parle de ceci, on parle de cela, mais aujourd'hui nous représentons quoi? Au moins 50 à 51% de la population en Afrique. Mais vous pensez que si les femmes décidaient de voter pour les femmes, elles n'allaient pas être bien présentes? Le problème de l'Afrique, c'est qu'il ne faut pas que les femmes soient... Voilà, mais les femmes préfèrent voter pour les hommes. Mais bien alors sûr, tant qu'on ne va pas réaliser qu'on a une force et qu'on est capable de conduire des avions, on est capable d'être président de la République, on est capable, je ne sais pas moi, de faire n'importe quel travail qu'un homme fait et qu'on a la force et qu'en général, quand une femme fait, elle est plus performante que l'homme parce que nous sommes, on a la finesse d'aller jusqu'au bout. Tant que les femmes ne comprendront pas leur force, on va continuer à être dans la situation dans laquelle on se trouve. Mais il ne faut pas être trop pessimiste non plus. Il y a quand même des progrès. Parce qu'aujourd'hui, on en parle. Chaque fois qu'il y a un problème, les femmes, où sont les femmes? Il faut les femmes, même si c'est du cinéma. Maintenant, c'est à nous, femmes, de prendre ce cinéma-là et en faire une réalité. D'accord. Si on ne fait pas ça, on va continuer encore à pleurnicher. Oh non, voilà, il fallait nous prendre, il fallait nous donner, mais on ne nous donnera rien du tout, on doit arracher. Si on n'arrache pas, on n'aura rien. Il y en a qui pensent même que les femmes sont surprotégées. C'est la fin de cette émission, madame. Mais vous avez encore 30 secondes. Là, je ne vais pas vous interrompre pour regarder la caméra derrière. Peut-être un message ou un sujet qu'on n'a pas suffisamment évoqué à tous ceux qui nous regardent. Merci beaucoup. Le message que j'ai apporté, c'est vraiment un message de solidarité. Un message de solidarité des Africains, de tous les pays africains. Aujourd'hui, le Mali est en guerre, le Niger est en guerre, le Burkina, et je dirais que c'est toute l'Afrique qui va être déstabilisée si on ne parvient pas à trouver une solution à cette guerre. Et je vais interpeller personnellement les chefs d'État africains pour leur demander d'être solidaires. S'ils sont solidaires, les populations sont obligées de suivre. Et si les populations suivent, l'Afrique peut s'en sortir. On n'a qu'à vraiment compter sur nos propres forces, qu'on arrête de compter sur les autres. C'est vrai, les autres peuvent nous... Moi, je n'aime pas trop quand on dit on nous aide. Non, ils nous accompagnent. Les autres peuvent nous accompagner, mais il faudrait que nous-mêmes, on donne le temps. Et on ne peut pas donner le temps si on n'est pas unis et solidaires. C'était la carte blanche de Aïssata Cissé. Elle est députée malienne. On va dire ça comme ça. Oui. Et députée panafricaine, merci de répondre à nos questions. Seriez-vous candidate à la prochaine élection présidentielle? Non, l'heure n'est pas à cela. Pour l'instant, je cherche la paix. C'était pas une belle expérience là. Je cherche la paix en Afrique d'abord, le reste on verra. D'accord. L'équipe technique était composée d'Amara Alexis, Mohamed Aliouba et Alassane Diallo assuré le montage. Nous on se retrouve dans un autre numéro. Au revoir.